C'est beau. OK. Bonjour, bonsoir. Pour moi, c'est bonsoir, Jade. Et pour moi, c'est bonjour. Alors aujourd'hui, je suis super contente. C'est la première fois pendant un Facebook Live. Alors, excusez les problèmes de technologie. Là, c'est la première fois que je fais ça, avoir un invité spécial pour partager l'écran avec moi. Là. Et puis, alors, j'ai invité Linda Madani, qui est une grande amie. On se connaît, hein, Linda, depuis l'âge de 18 ans. Je On s'est t'entends. rencontrés en Espagne. Est-ce que tu m'entends bien, Linda? Linda est figée. Qu'est-ce que ça donne? Linda est figée avec nous. En attendant, OK, OK, ça semble être revenu là. Tu étais figée un petit bout de temps, Linda. C'est bon? Non, elle est figée encore. OK, ben alors je vais vous la présenter en attendant. Je me demande. Donc, Linda, on est des amis, des bonnes amies. On se connaît depuis l'âge de 18 ans. On s'est rencontrés en Espagne. Donc, toute jeune, on avait déjà l'âme de la grande voyageuse était déjà éveillée. Et puis, j'étais avec une autre amie, Carole, à ce moment-là. Et c'est ça, puis on est restés amis, on a passé 1 mois et demi ensemble, toutes les trois, puis on est restés amis. Puis Linda et moi, on a cohabité hein, dans le temps de l'université, puis on est devenus très, très, très proches comme des sœurs. Et puis, Linda, toi, tu as étudié, tu as fait des études en... Comment est-ce qu'on dit ça? Une J'oublie étude toujours le mot. en sinologie. Sinologie. Je mélange ça avec le cinéma, tu sais. J'aurais aimé ça étudier le cinéma aussi, c'est sûr. Alors, c'est ça. Fait que là, toi, tu étais déjà une grande voyageuse. Tu étais déjà partie en Asie. Tu avais quel âge quand tu es partie en Chine? Tu étais... Dans la vingtaine, vers la fin de la vingtaine. Je crois que j'avais 27 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Puis là, à un moment donné, j'ai plus de tes nouvelles pendant 1 an. Et tu voyageais dans l'Asie du Sud-Est. Puis là, je reçois une carte postale. Hein, dans ce temps-là, on recevait encore. On s'écrivait par la poste. Je reçois une carte postale qui dit « Je suis à Bali, c'est le paradis. Je vais être ici pendant un petit bout de temps. Tu peux m'écrire à la poste restante. » La poste restante, donc au bureau de poste, pour ceux qui n'ont pas d'adresse fixe. Et puis, là, je t'ai écrit tout de suite, puis j'ai dit appelle-moi collègue, c'est pressant, je veux venir te rejoindre. Parce que moi, j'étais à ce moment-là en burn-out, j'étais en congé de maladie. Et puis, ça m'a donné comme un vent, un souffle de renouveau. Puis là, j'ai reçu une lettre de toi, une autre lettre qui disait que Carole, notre amie Carole, était pour être à Bali. Et Carole, grande voyageuse aussi, ça faisait comme 3 ans que j'avais plus de ses nouvelles. Elle était en Australie, je ne savais pas où. Puis là, elle était pour être à Bali aussi au mois d'octobre, le moment que j'avais prévu venir. Puis là, j'ai dit, c'est trop fort. J'ai dit, c'est un signe. Hein? Fait que c'était pour moi l'élément déclencheur pour partir sur ma première grande quête spirituelle. Puis on s'est retrouvés à Bali. C'est là qu'on a commencé à faire du yoga. Puis on avait fait un petit plan pour dire qu'on voulait rencontrer, se joindre à la retraite de Carole, de sa retraite de yoga. Et puis, j'avais arrangé ça tu avais organisé ça avec l'organisatrice là-bas, hein? Oui. Un souper surprise pour Carole. Puis là, on est arrivé, puis toi, tu t'es présentée en premier. Salut, je suis Linda. Tu sais, une Canadienne. Puis... Est-ce que tu as mentionné quand on s'était rencontrés les trois en Espagne lorsqu'on avait 18 tu étais ans? pendant quand j'ai dit ça. OK, c'est ça, j'ai marqué le bout, oui. C'est une partie importante de l'histoire. De se retrouver plus tard, et puis on avait toutes les trois des professions similaires, avec Jeanne avec le chamanisme et moi et Carole comme professeur de yoga. Et puis
dédier sa vie à ça. Ça fait que c'était comme un film. C'était vraiment comme le destin de trois femmes c'était comme 20 ans plus tard, quelque chose comme ça, on se retrouve en Indonésie avec des destins différents. Ça avait été bien le fun, oui. Ouais. C'était bien spécial. Ouais. Alors, mais toi, tu sais, 25 ans plus tard, tu avais dit, je vais être ici un petit bout de temps, c'est le paradis, mais finalement, tu es resté, tu es encore là. Je suis encore là, puis j'ai pas l'impression que je vais partir. Je pense que c'est le mode de vie. Pas le mode de... Oui, il y a une partie d'être à Bali, c'est le mode de vie d'être un expatrié, puis que, je veux dire, la vie est facile. Mais moi, ce qui m'a attiré, c'était vraiment le mode de vie balinais. C'est ça qui m'a attiré. J'avais vraiment l'impression que les Balinais vivaient d'une façon quand même assez en harmonie avec la nature, en harmonie entre eux. Et puis, comme j'ai la patience du yoga, je voyais aussi le yoga qui était pratiqué peut-être pas avec les asanas, mais qui était pratiqué dans la vie de tous les jours, avec les prières, avec les offrandes, avec tout ça. Et puis, ça m'a toujours intéressée. Et puis, j'ai rencontré mon maître balinais. Après la première année que j'étais là, j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre et puis on m'a diagnostiqué avec un kyste sur l'ovaire. Et j'étais à Singapour et j'avais rencontré le chaman en premier qui m'avait dit, mon maître, qui m'avait dit oui, je pense que je peux t'aider. Mais ils promettent jamais, ils font jamais de promesses, mais ils me disent, je vais essayer de t'aider. Et j'étais à Singapour, j'étais voir le médecin, je lui ai raconté ça. Le médecin dit, ben, je te donne 6 mois. J'étais vraiment chanceuse parce que trouver un gynécologue qui permet ça, c'était vraiment comme mon destin. C'est que je suis revenue à Bali et puis j'ai commencé à suivre les conseils de mon maître. C'est comme ça que je suis devenue son étudiante. Et ça a vraiment changé ma vie. J'ai vraiment fait un cheminement. J'ai fait beaucoup de guérison sur moi-même. Et puis, parallèlement à ça, je faisais du yoga et j'ai intégré tout ça. J'ai intégré le yoga qui est, à ce moment-là, le yoga est a commencé à faire partie de ma vie de tous les jours. Aurais-tu une petite anecdote ou un moment particulier qui te vient là, de tes apprentissages avec ton maître qui s'appelle Chokorda Rai, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux me parler quelque chose Oui, il y a quelque chose, je pense, j'ai étudié plusieurs années avec lui, mais une année, il m'a invité à l'assister tous les jours. Et la première journée que j'étais là, moi, j'étais élevée à vraiment à toujours aller au devant et puis fallait que je pense, fallait que j'allais au devant de ce que les gens ont besoin. C'est la façon dont j'avais été de bouger et puis d'être vite puis vivace, tout ça. Mais ma nature, moi, c'est toujours une nature plus calme, plus lente. Et lui, la première journée, il me dit, t'as pas à être comme ça avec moi. Il me demande, respire, prends ton temps, relax. Et premièrement, ça n'avait jamais réalisé que j'étais comme ça. J'avais jamais réalisé que j'avais été domptée. Tu sais, j'avais été à fonctionner comme ça dans une façon qui ne me convenait pas et qui convenait pas vraiment à ce genre de mode de vie qui est de faire la guérison, tout ça. Alors, j'ai commencé à aller à vraiment être plus lent, aller plus avec le flow, avec l'énergie, tout ça. Et j'oublierai jamais ce moment-là parce que c'est comme si ça me donnait la permission d'être moi-même. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, ces grands maîtres chamans, ils peuvent voir à travers nous, hein? Ils peuvent sentir quelle est notre nature profonde, puis nous guider, nous amener vers ça des fois. Oui, oui. Une autre anecdote aussi, la première fois que j'avais été le rencontrer, il m'avait créé un médicament, puis je me souviens toujours, il m'écoutait, il me posait des questions. Puis là, il allait dans son jardin, il prenait une herbe, il la mettait il y avait comme une planche à bois. Et puis après, il me posait d'autres questions, il réfléchissait, prenait son temps, il allait prendre une autre herbe ou une fleur ou une graine ou quelque chose, je me souviens pas. Puis il m'avait posé beaucoup de questions comme ça, puis il avait pris son temps, puis là, il avait fait le médicament.
Et ça m'avait beaucoup impressionné aussi parce que je le voyais réfléchir, je le voyais me poser des questions comme un médecin finalement. Tu sais, il réfléchissait puis il avait sa pharmacopée dans son jardin. Il allait chercher à côté d'un petit arbuste, il y avait une petite herbe qu'il prenait dans son jardin. Et ça aussi, c'est cette lenteur et puis cette pas être pressé puis d'écouter, de ressentir que je retiens. Ouais. Mm. Mm. Et puis, parallèlement à ça, tu as continué à pratiquer le yoga. Moi, dans ma voix aussi, la voix des Andes que j'ai appris, Alberto me disait tout le temps, faites votre yoga, parce que le guerrier lumineux doit être fort de corps et d'esprit et de... Je pense que le yoga à Bali existe, mais pas avec les asanas, mais on parle beaucoup de yoga dans la pratique, dans le mode de vie. Moi, je faisais du yoga et j'ai toujours continué à faire mon yoga et j'apprenais beaucoup en regardant les Balinais, la façon qu'ils vivaient, aussi en regardant mon maître vivre et m'enseigner. Et quand j'ai eu la permission d'enseigner, ah oui, ça, je peux raconter parce que c'est quand même intéressant. Il y a une année, il m'a invité à aller à la plage avec lui. Et il m'a dit, invite quelques amis. Et j'ai dit, d'accord. Alors, j'ai invité mon assistante qui est avec moi depuis toujours, Dessac. J'ai invité une amie australienne et une autre personne dont je me souviens plus maintenant. Et on était à la plage, on était très loin dans une plage, près d'un temple, tout ça. Puis il emmenait un groupe d'étrangers qui étaient là pour apprendre. Et là, il les alignait le long de la plage. Et moi, il m'a présenté les mudras pour la première fois, qui est la modalité que j'enseigne. Il dit, tu vas faire ça, 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 ça. Et puis là, je dis, ben, je ne vais pas m'en souvenir. Il dit, oui, oui. Donc, je me souviendrai toujours, il m'a placé devant ces gens-là. Il y avait la mer derrière. C'était la pleine lune. Et il a commencé à canaliser à l'intérieur de moi. Puis là, les mouvements ont commencé à apparaître naturellement. Et les étrangers qui étaient là, ils répétaient le mouvement en même temps que moi. Et puis, je me souviens plus combien de temps ça a duré. Je me souviens juste que j'observais que mes mains bougeaient par elles-mêmes et que les gens répétaient ce que je faisais. Et je me souviens quand ça s'est terminé, j'ai regardé mon maître, puis il a juste fermé ses yeux comme ça, puis il me sourit. Puis c'est tellement un regard paternel. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je me suis sentie euh, très supportée. Et la première classe de yoga que j'ai enseignée, parce que c'était quelque chose que je pensais jamais faire, j'ai commencé par ça parce que ça faisait partie de ma pratique personnelle. J'ai commencé par les mudras et j'ai vu mes étudiants me suivre. Puis là, je me suis rappelée, ils savaient déjà. Ils savaient déjà que j'étais pour enseigner ça parce que j'ai jamais arrêté. Euh, alors, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, quand je suis devenue professeure de yoga, comme moi, j'avais appris la façon balinaise d'un chaman, c'est une façon qui est qui est différente. Tu sais, c'est très long, ils prennent le temps, ils te font des tests, ils donnent pas les réponses, tu dois réfléchir, c'est quand même assez long. Je voyais pas comment je pouvais faire ça, moi. À un moment donné, il m'a dit que je pourrais enseigner. Comment je pourrais faire ça avec les étrangers? Parce que je vois pas le mental occidental fonctionne pas de la même façon. Et je voyais pas comment je pourrais vraiment faire ces enseignements-là type balinais, de la façon que moi, mon maître balinais m'avait appris. Et je me suis dit qu'avec l'enseignement du yoga, c'était une façon que je pouvais faire les enseignements en leur présentant ça via le yoga. Et j'ai commencé à enseigner les asanas, le pranayama, et j'ai intégré à l'intérieur la dimension énergétique petit à petit, parce que je pensais que c'était une bonne façon. Je pouvais pas m'attendre à ce que des personnes viennent apprendre comme moi. Moi, j'ai passé quand même 20 ans avec mon maître. C'est pas quelque chose de possible. Mais en l'enseignant via le yoga, je pouvais l'enseigner. Et éventuellement, j'ai commencé à faire des formations.
et de formation de yoga pranala que Jade a appris. Et ça me permettait, dans une période assez courte, d'enseigner le pranala, qui est cette modalité de chamanique de healing baliné. C'est ça. Donc, le pranala, c'est une série, hein, une série de mudras chamaniques, si on peut dire ça comme ça. Oui. En fait, les chamans travaillent sur le plan énergétique. Donc, c'est des mudras très puissants qui nous aident à faire donc circuler l'énergie en nous. Quel autre bénéfice ça peut nous apporter, c'est de pratiquer ces mudras? Je pense que c'est d'être autonome, de pouvoir se guérir soi-même. Je pense que c'est ça la chose la plus importante, c'est que moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est que je devenais pas dépendante de mon maître, je devenais de plus en plus autonome. Et puis, la façon que ça fonctionne, c'est que lorsqu'on a une pensée, la pensée crée une émotion, l'émotion crée une sensation dans le corps et la sensation fait une stagnation. C'est comme le prana et devient bloqué et ça crée différents problèmes dans notre corps. Et avant, la maladie, souvent, elle naît à l'intérieur du corps émotionnel ou du corps spirituel avant d'être ancrée dans le corps physique. Alors, le pranala, ça nous permet de dégager ces blocages énergétiques qui sont à l'intérieur de nous. Alors, au début, on fonctionne avec des mouvements parce que ça nous aide à bouger l'énergie dans notre corps. On a l'habilité, je sais pas un mot, habileté, on a le pouvoir de bouger l'énergie avec notre conscience, de bouger l'énergie et de débloquer les blocages à l'intérieur du corps. Mais c'est pas toujours facile de faire parce que les gens, mais au début, on utilise les mudras pour diriger ces mouvements énergétiques et permettre à déloger ces blocages énergétiques qui sont dans le corps. Alors, c'est pour ça que ça nous rend autonomes, tant au niveau émotionnel et mental que physique. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, moi, je l'enseigne maintenant, le pranala, dans le cadre, tu sais, j'ai pas d'école de yoga, je suis pas instructeur de yoga dans une école de yoga, mais dans le cadre de la roue de médecine Inca, pour moi, quand j'ai découvert, tu sais, j'étais déjà instructeur de yoga depuis 2002, mais quand je suis allée faire ton teacher training là, de yoga pranala, j'ai dit, enfin, je peux faire le pont entre le yoga et le chamanisme. Pour moi, c'est ce que ça m'a apporté, le pranala, c'est de pouvoir réussir à faire le pont entre les deux. Parce que c'est deux sagesses anciennes. On dit que les yogis, c'est dans les textes anciens, je pense, que les yogis, c'était de grands chamans aussi. Bon, les textes ne mentionnent pas le chamanisme, mais ce qui est décrit dans les anciens textes, c'est des pratiques chamaniques. Parce que si on se repasse à l'époque, il y a 4000 ans, les anciens yogis étaient seuls dans la nature. Ils se trouvaient à la merci des éléments. Et leur but, c'était vraiment de maîtriser les éléments. Alors, ils faisaient ils communiquaient avec les énergies, avec l'énergie du soleil, avec l'énergie du vent, avec c'était l'esprit qui est partout que ce soit dans les arbres, que ce soit dans la terre, connecté avec l'énergie de l'univers, connecté avec la terre. Et alors, on reconnaît, on voit des similarités. Et c'est pour ça que quand j'ai appris avec mon maître, qui est un chaman, qui est plus proche peut-être des chamans du Pérou dans le sens, mais je reconnaissais ce qu'on apprend dans les textes de yoga, les vieilles pratiques énergétiques. Mm-hmm. Oui, puis effectivement, les pratiques chamaniques qui étaient utilisées par les anciens yogis, comme tu dis, c'est les mêmes pratiques qui sont utilisées par tous les chamans du monde. Hein? Il y a des similitudes qu'on a tu sais, par nos échanges. Moi, à Bali, puis toi, tu as rencontré aussi les chamans du Pérou au Québec. Hein? Tu étais venu faire un atelier que je les ai invités il y a 2 ans. Et puis en Inde aussi.
Puis en Inde aussi, oui. Donc, c'est ça. Puis on peut voir hein, les similitudes. J'ai fait, exemple, j'ai fait une cérémonie despacho. On fait des offrandes. Hein. Les chamans du Pérou font beaucoup d'offrandes à la Pachamama pour justement rétablir l'harmonie. Mais vous aussi, hein, à Bali, les pratiques chamaniques, Oui, les ben, spécialement à Bali. dans ce sens-là, les offrandes. Oui, des offrandes sont des offrandes. C'est quelque chose. Il y a un élément dans l'offrande qui est un sacrifice qu'on donne à l'esprit. Et puis, il y a toujours un symbole. Il y a toujours un symbole. Alors, tout est construit. J'avais vraiment reconnu quand tu avais fait cette belle cérémonie de Gaspacho, des symboles qui étaient vraiment similaires, ou qui étaient proches, qui étaient peut-être pas exactement la même chose, mais parce que parfois, il y a je veux dire, nous, on utilise les feuilles de betel nuts, vous utilisez les feuilles de coca. Alors, il y a des différences, mais ça fait partie, on utilise les choses qui sont dans la nature près de nous et et chaque élément a un symbole qui permet de tu sais ce qui m'avait le plus impressionné, Jade, si je veux juste me rappeler, quand tu m'avais emmené au Québec, on avait été voir une cérémonie sur une île avec un des grands chefs indiens canadiens. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, c'était avec Dominique, avec Dominique Rankin. C'était une cérémonie au lever du soleil. Je pense que ça devait être pour le solstice d'été, probablement, à l'île de Victoria, à Ottawa, qu'on est allé. Oui, c'est ça. Et je me souviens, on est arrivé, puis ils nous avaient mis dans la gravelle. Et moi, je me souviens qu'avec mon maître, il nous emmenait sur les plus laides plages de rock. On nous faisait il nous faisait nous asseoir et on faisait c'était tellement inconfortable. Mais ce que j'ai appris, où il nous faisait dormir là, c'était pour pas être trop, de réaliser que la vie est pas toujours confortable. Et quand le chaman, le grand chef indien a commencé son discours, il a dit, je vous ai réunis aujourd'hui sur cette gravelle pour nous rappeler que la vie est pas toujours, droite ou pas toujours, que c'est pas toujours facile, mais qu'on peut toujours, ouais, ça, mais on peut quand même rester centré, avoir le confort. Je me souviens, mais c'était exactement les mêmes enseignements que mon maître et ça m'avait vraiment impressionné parce que c'était la même idée. C'était la même idée. J'ai aussi, tu sais, quand j'étais au Népal, j'ai assisté à des cérémonies et j'ai retrouvé les mêmes gestes, j'ai trouvé les mêmes symboles qui étaient différents que les cérémonies balinaises. J'ai retrouvé ça avec toi, avec les chamans du Pérou, puis j'ai retrouvé ça avec le Népal et je retrouve ça aussi en Inde. Il y a une connaissance, un savoir qui était partagé par les anciens qui ont été passés d'une génération à une autre. Et nous, ceux qui ont la chance d'avoir fait des études en chamanisme, on a la chance d'apprendre cet ancien savoir qui est de l'alchimie qui nous permet de travailler avec les énergies, de transformer les énergies et so forth and so on. Oui. Établir l'harmonie pour amener la guérison, pour... Absolument, ouais, oui. Pour soi et puis pour son environnement et puis pour son village et puis pour la planète, pour la Terre également. Ouais. Puis ça nous amène justement à c'est quoi le rôle du chaman, hein? Le rôle du chaman dans le monde d'aujourd'hui. D'amener la stabilité. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment avec les gens ont peur, ils ont besoin de se transformer. C'est un moment de transformation aussi là, au niveau de la Terre. Je pense que partout dans la planète, les gens sont en train de changer, de se transformer. Et on a besoin des chamans. On a besoin de ces pratiques-là. Ouais.
Ouais. Moi, j'ai une histoire que je raconte souvent quand je donne mes enseignements, mes étudiants qui écoutent. C'est dommage, hein? Je vous vois pas parce que je suis sur mon ordinateur aujourd'hui pour le Facebook Live, fait que je vous vois pas, là. Je peux pas vous faire des coucous, mais en tout cas, je vais vous faire des coucous, mais je vous vois pas apparaître. Je trouve ça triste un petit peu, mais enfin, j'irai voir vos commentaires après. Mais c'est ça, c'est une histoire justement qui parle du rôle du chaman. Tu sais, ça se passe dans un village que, tu sais, ils n'ont pas de pluie, là, c'est sec, c'est la sécheresse, et puis ils font venir un chaman d'un autre village, loin, loin. Puis le chaman arrive, et puis il passe à travers le village, puis il s'en va s'installer sur le haut d'une montagne, puis il rentre dans une grotte. Et puis, il reste là pendant 3 jours. Et il ne le revoit plus. Puis là, après ça, le chaman, il sort et puis il lève les mains vers les cieux, puis il pleut. Il se met à pleuvoir. Fait que là, les villageois, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez fait? On s'attendait à ce que vous faisiez des danses, tu sais, tambours, là, quelque chose comme ça. Et puis le chaman dit, quand je suis arrivée dans votre village, il y avait tellement de disharmonie, il y avait tellement de mal-être parmi les villageois que j'ai dû me retirer pour rétablir l'harmonie en moi. Parce que c'est ça, tout part de soi. Puis il avait été complètement déstabilisé quand il est arrivé dans ce village-là. C'est comme si, tu sais, le chaman, il a pu percevoir tout ça. Puis il est rentré dans la grotte, puis donc, la paix est devenue l'harmonie, puis quand il est ressorti, là, les éléments ont pu répondre. Fait que c'est ça, fait que c'est le rôle du chaman, pour moi, c'est d'aller à l'intérieur, d'oser aller à l'intérieur, d'avoir le courage d'aller à l'intérieur pour voir c'est quoi nos bébites puis nos démons, puis rétablir l'harmonie en nous. Puis quand on fait ce travail de transformation intérieure, on transforme notre monde, on transforme notre entourage. Absolument, quand on change notre intérieur, ça change aussi. On s'en rend compte par magie que nos relations, notre vie professionnelle, tout change parce qu'on a fait des changements à l'intérieur de soi. On a fait la paix, on se sent mieux dans sa peau également. Oui, ça. Alors, je ne sais pas, Linda, je pense que tu as préparé une méditation. Moi, j'aime ça. Je finis toujours mes Facebook Live avec une petite méditation. Donc, les participants qui se joignent à nous là, sont habitués à cette formule. Fait que je pense que tu nous as préparé une belle méditation pour aujourd'hui. Oui, je pensais travailler avec une méditation avec l'axe central à l'intérieur de nous. Et alors, je pense que je vais seulement la diriger, mais ce que je peux vous dire, c'est que si on tient l'index et le pouce, à l'intérieur de nous, on a un canal qui a à peu près ce diamètre, un canal à l'intérieur d'où il y a de l'espace. Et ce canal commence au périnée et se termine au chakra coronal, mais en fait, il est beaucoup plus long, peut-être 5 ou 6 pouces en haut puis en bas. Et alors, on va voyager à l'intérieur de nous. On va voyager à l'intérieur et on va utiliser notre intuition. On va voyager dans cet espace. Et après, on va aussi ajouter un mantra et une visualisation. On est tous, certains de nous, on est plus clairvoyants, on est plus clairsentient et on a des talents qui sont différents au clair audio. Alors, c'est pour ça que dans ce genre de méditation, on utilise les 3 pour que les personnes qui travaillent mieux avec le son peuvent entendre le son, ceux qui sont plus visuels peuvent voir et ceux qui ressentent plus peuvent sentir. Et si on a les 3, ben on peut enjoy les trois façons. Alors, c'est une méditation qui permet parce que les énergies deviennent bloquées
Mais là, ça permet que l'énergie se circule très, très bien dans l'axe central du corps. On va commencer par cette méditation. Alors, je vais vous demander de fermer vos yeux, de vous installer, de vous mettre confortable. Ah oui, vas-y, vas-y. Comment? Sonner la cloche de Bali. Oui, une belle cloche de prêtre. Alors, préparez-vous dans une position confortable. Alors, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou sur un coussin. Assurez-vous que vous soyez confortable. Vous voulez que la colonne vertébrale soit allongée. Vos mains sur vos genoux ou sur les cuisses et vous emmenez l'index et le pouce ensemble. On commence par s'établir comme le témoin de notre expérience. On commence par observer le corps. On voyage à travers notre corps pour s'assurer qu'on soit confortable. Et on prend son temps pour être confortable. Alors, on fait les ajustements qu'on a besoin. Et si vous êtes assis devant votre écran et vous dites, j'aurais dû prendre un coussin, levez-vous, allez chercher votre coussin. Si vous pensez à quelque chose d'autre qui vous rendrait plus confortable, vous voulez vous mettre contre le mur, bougez votre ordinateur et appuyez-vous contre le mur. Ajustez vos jambes. Les mains sont sur les genoux, dans le mudra, l'index et le pouce. C'est le mudra, Jnana Mudra, le mudra de connaissance, mais ça symbolise aussi le pouce, la conscience à travers l'espace et l'index, le pouce, c'est la conscience personnelle et l'index, c'est la conscience dans l'univers. Sentez que vous créez de l'espace entre chacun des os de votre colonne vertébrale. C'est comme si vous grandissez. L'os du coccyx se connecte avec l'énergie de la terre-mère. Et le haut de la colonne vertébrale qui est situé juste au-dessous des oreilles, derrière le centre des sourcils, au centre de votre cerveau. Sentez que vous grandissez, que vous créez de l'espace, un peu comme un accordéon. Sentez l'énergie dans l'axe central de votre corps. Sentez que l'énergie est à votre centre et permettez à tous vos muscles de se relâcher. Relâchez les pieds, relaxez vos pieds. Relaxez vos chevilles. Relaxez les mollets. Les mollets relaxent. Relaxez vos genoux. Relaxez vos cuisses. Relaxez toutes les deux jambes. Relaxez, relaxez. Relaxez le bas du ventre et le bas du dos. Relaxez, relaxez. Relaxez la poitrine et le haut du dos, les omoplates. Relaxez, relaxez. Relaxez les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Relaxez, relaxez. Les deux épaules, les deux bras, les deux mains. Relaxez, relaxez. Relaxez la gorge et le cou. Relaxez votre visage. Relaxez le scalp.
Relaxez vos yeux. Relaxez, relaxez. Relaxez votre corps. Relaxez tout votre corps. Relaxez. Et vous êtes le témoin de cette expérience. Vous observez votre corps qui se relaxe. Demeurez dans cet état de témoin de l'expérience humaine. Vous êtes un être spirituel qui observe l'expérience humaine. Relaxez. On va voyager dans l'espace à l'intérieur de notre corps. Je vais vous demander d'utiliser votre connaissance, votre intuition, votre visualisation. Et imaginez un tube qui a à peu près le diamètre entre votre pouce et votre index. Il part du périnée et plus bas jusqu'au chakra coronal et au-delà. Devenez conscient de cet espace qui est à l'intérieur de vous. Devenez conscient de cet espace, de ce tube. Un tube qui a le diamètre de l'index et du pouce ensemble à l'intérieur de votre corps. En utilisant son intuition, sa connaissance, sa visualisation, je vais vous demander d'entrer à l'intérieur de ce tube avec votre conscience et explorer cet espace. Voyager à l'intérieur de cet espace. Avec la conscience, on va rajouter la respiration. Pour commencer, on va commencer au niveau de l'os du pubis, à l'intérieur de ce tube. Et à l'inspiration, votre conscience va s'élever depuis le bas du corps jusqu'au centre de votre cerveau. Et à l'expiration, depuis le centre du cerveau jusqu'au périnée. À chaque inspiration, ressentez une rivière d'énergie qui s'élève à l'intérieur de au centre et qui s'élève jusqu'au chakra coronal. Et à chaque expiration, sentez cette rivière d'énergie qui retourne au périnée et qui retourne à la terre-mère. À chaque inspiration, ressentez cette énergie qui s'élève et qui s'élève jusqu'au centre du cerveau et peut-être qui va jusqu'au chakra coronal et peut-être même au-delà. Et à chaque expiration, ressentez cette énergie qui redescend jusqu'au périnée et au-delà, qui retourne à la terre-mère. Continuez à respirer de cette façon en ressentant l'énergie. Parfois, lorsqu'on respire de cette façon, on ressent des blocages, on ressent des parties de notre centre qui évadent. Mais on utilise la respiration pour que ça devienne connecté, sans blocage, sans rupture. Alors, continuez ce travail. Inspirez depuis le périnéum. Sentez cette rivière d'énergie qui s'élève. Et à l'expire,
l'énergie redescend. Et puis, peut-être que vous pouvez rajouter de la lumière, de l'énergie lumineuse qui s'élève à l'inspire et qui s'élève jusqu'au chakra coronal et au-delà. À chaque inspiration, visualisez cette lumière qui redescend, cette rivière de lumière qui redescend jusqu'au chakra de base et au-delà, qui retourne à la terre-mère. Alors maintenant, vous ressentez l'énergie et vous visualisez l'énergie dans la forme d'une lumière ou d'une rivière dorée qui s'élève à l'inspire jusqu'au chakra coronal et au-delà. Et à l'expire, cette énergie redescend jusqu'au chakra de la base et retourne à la terre-mère. Continuez cette expérience. Sentez que toute la colonne vertébrale devient unie, sans vague, sans espace vague, sans rupture. Peut-être pour faciliter, pour être focusé sur la respiration, on peut chanter le mantra Om. À l'inspiration depuis le périnée, chantez le mantra Om jusqu'au chakra coronal et au-delà. À chaque expiration du chakra coronal redescend, vous chantez encore le mantra Om jusqu'au périnée et au-delà. Alors maintenant, vous suivez non seulement le prana, l'énergie vitale, la lumière, mais vous suivez aussi le son du mantra Om. À chaque inspire, chantez mentalement le mantra Om et sentez la vibration qui s'élève à votre corps. À chaque expiration, visualisez la lumière, sentez l'énergie, visualisez la lumière qui redescend et entendez le son Om. Alors maintenant, vous avez la conscience. Vous avez le prana dans la forme de la lumière. Et vous avez le son, le mantra Om, qui s'élève et qui redescend à l'endroit, au centre de votre colonne vertébrale. Continuez cette pratique. Sentez que vous débloquez certains éléments à l'intérieur de vous. Continuez, continuez. Restez focusé sur votre pratique. Et vous allez sentir que le passage devient plus souple, plus facile, devient plus poli. Alors, continuez à respirer depuis le périnée jusqu'au chakra coronal. Et du chakra coronal à l'expire jusqu'au périnée. Et maintenant, cessez cette pratique et devenez immobile. Cessez de visualiser le prana dans la forme de lumière.
Cessez de respirer le long de la colonne vertébrale. Votre respiration revient normale. Elle est naturelle. Demeurez le témoin de cette expérience et observez l'intelligence de votre corps reprendre, redevenir en balance. Observez votre corps qui vibre, qui pétille. Sentez l'énergie à l'intérieur de votre corps. Devenez conscient de votre corps pranique. Et devenez conscient aussi de l'énergie qui est à l'extérieur de votre corps. Et devenez conscient que la séparation entre l'énergie de l'extérieur et de l'intérieur est infime. Qu'en fait, vous êtes un avec la source. Vous êtes conscient. Devenez conscient que derrière le sternum, devant la colonne vertébrale, il y a une pulsation. Et cette pulsation peut être visualisée comme une petite flamme dorée qui est vraie, qui est calme. Et cette petite flamme représente votre unité de spirit, unity of spirit, votre essence. Essayez de descendre avec votre esprit, votre main, et vous joindre à cette petite flamme. Devenez un. Devenez conscient de l'énergie de paix et d'amour et de compassion qui est émise de cet espace. Ceci est votre véritable nature. Et sentez ces qualités se répandre à travers chacune des cellules de votre corps. Devenez conscient que chacune des cellules de votre corps est comme un petit miroir, des petits cristaux qui reflètent la flamme de votre conscience. Chacune des cellules de votre corps reflète cette énergie. Et avec cette énergie vient l'énergie de paix, d'amour et de compassion. Tout votre corps vibre cette énergie de paix et d'amour. Devenez conscient que c'est qui vous êtes véritablement. Et sachez que si vous pouvez trouver ce chemin vers l'énergie de paix qui est à votre corps, à l'intérieur de vous,
pouvez toujours être en paix, même si autour de vous il y a le chaos. Emmenez votre conscience au troisième œil. Concentrez-vous au troisième œil. Et je vais vous demander de faire une résolution. Répétez une résolution, quelque chose que vous voulez changer, améliorer dans votre vie. Ici, au troisième œil, le centre de commande vous permet de commander ce que vous désirez. Et maintenant, descendez dans l'espace du cœur avec cette résolution et plantez-le dans l'espace fertile, l'autel de à l'intérieur de votre cœur, l'autel du divin qui est à l'intérieur de vous, et offrez votre résolution, votre prière. Sachez que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez que à vous abandonner. En ayant confiance que votre résolution va arriver au moment divin. Et que vous n'avez rien à faire. Seulement avoir confiance. Et devenez conscient de l'énergie de paix et d'amour et de compassion qui est dans cet espace. Et sachez que vous pouvez toujours retourner dans cet espace au besoin. Même s'il y a le chaos autour de vous, rappelez-vous de cet espace. Et sachez qu'en emmenant votre pouce et votre index, vous pouvez retrouver cette énergie divine qui est à l'intérieur de vous. Et lentement revenez à la surface. Devenez conscient de votre environnement. Et vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous êtes prêt. Namasté. Namasté. Quelle magnifique méditation. Quelle puissance. Oh là là. Merci, Linda. Merci infiniment. Je suis sûre que tout le monde sont... Je suis encore un petit peu... Oh là là, quel nettoyage aussi. Hein? On sent là, la lumière là, qui nettoie, qui fait la purification. Oh, c'était tellement beau. Tellement bon. C'est libérateur. Ouais, et puis rappelez-vous que si vous avez besoin de retrouver cette paix, de vous entraîner à emmener l'index et le pouce ensemble et retourner dans cet espace. Et le plus qu'on le fait, le plus facilement on retourne dans cet espace de paix, même s'il y a le chaos autour de nous. Tout à fait. C'est peut-être ça qui faisait le chaman dans sa caverne. Probablement! On a trouvé le truc!
merci, merci. Merci de m'avoir invité, Jade. C'est vraiment, là, merci de partager tes contacts et merci de partager. Je dois dire à tout le monde que habituellement, je visite Jade tous les étés. Et cet été, j'ai pas eu la chance de passer du temps avec Jade et je trouve ça très difficile. J'ai besoin de ma dose de Jade. Alors, on a quand même eu la chance de se voir via Internet, qui est déjà bien. Euh, mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup de passer ce moment avec toi. Puis j'espère aussi pouvoir retourner à Bali. Hein? Bali, ah oui, bah oui, l'invitation quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Mais là, c'est pas. Pour tout le monde aussi, pour ton Ah oui. teacher training de yoga pranala à Bali. Hein? Oui, teacher training, retraite. On a beaucoup d'événements et puis en ce moment, j'enseigne les chants védiques aussi pour ceux qui s'intéressent. En septembre, je vais faire une nouvelle formation de chants védiques. Et aussi, au mois d'août, je fais une formation de hindouisme à Bali pour ceux qui s'intéressent à l'hindouisme à Bali. Aussi une formation en ligne. Puis on espère que. Donc, si on espère aussi. Pardon? Donc, pour les personnes qui sont intéressées, ils te contactent comment? Oui. Peut me contacter. Mon Facebook, c'est Yogini Linda Madani. Yogini Linda Madani. Ouais. J'ai une page personnelle, puis j'ai une page aussi publique. Il y a aussi Intuitive Flow et Yoga Nadanda. Juste par Yogini Linda Madani, vous allez me trouver. Super. Puis moi, avec donc, comme je l'ai mentionné, j'incorpore le yoga pranala avec la roue médecine, la ronde des éléments. Puis je trouve ça tellement puissant. Les gens me disent comment ils adorent ces mudras. Puis aussi cette forme de yoga chamanique qui amène plus de spiritualité. On fait les asanas, on fait le travail sur le corps physique, mais en étant connecté avec la nature, avec l'esprit, le cosmos, les éléments. Alors, c'est vraiment bon, c'est vraiment puissant, puis ça amène vraiment comme un espace de paix puis de connexion, tu sais, avec tout le monde extérieur. Absolument, encore une fois, on devient autonome dans notre guérison. Le fait de pratiquer, c'est sûr qu'au début, on a besoin d'un professeur, mais ça nous permet de devenir autonome. Je pense que c'est ça qu'on a besoin, c'est d'avoir des outils qui nous permettent d'être autonomes dans notre propre guérison. Hein, la voie chamanique, moi, mes mentors, pareil, on forme les gens à devenir autonomes, à s'auto-guérir et à se... Donc, c'est ça le chamanisme, c'est de devenir plus puissant, de connecter avec sa puissance intérieure. Intérieure. Ouais. Alors, moi, de mon côté, tout le monde, je veux vous dire que je vais prendre 2 semaines de congé de Facebook Live. Là, après cette rencontre-là, je pense qu'on a fait un beau plein. On est correct pour les vacances. Et puis, je vais vous retrouver donc le 19 août. C'est ça, je vais vous retrouver le 19 août. Je vais prendre ces 2 semaines-là pour vraiment rester focalisée, pour... tourner mon contenu pour la formation en ligne là, qui s'en vient à l'automne, c'est beaucoup plus de travail que je pensais. C'est beaucoup. Hein? Donc, c'est ça. Encore une fois, merci, Linda. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. De s'être avec nous dans ton bel espace de Bali. Puis la prochaine fois, on inversera nos heures. Moi, je le ferai le soir pour qu'on puisse te voir dans ton environnement paradisiaque, hein, ce paradis de Bali. Ce serait bien, puis je pourrais faire visiter. Oui, nous faire visiter un petit peu. Ouais, ça serait agréable. On va se prendre un autre rendez-vous à l'automne. Je t'en OK, ça marche. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Ciao. Bye bye. Bye.